Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Cette fois-ci, nous accueillons pour la seconde fois la journaliste moldave Aneta Gonța. Nous l'avions interviewée déjà en décembre dernier. Aneta Gonța est également chercheuse dans le domaine des médias, formatrice dans l'éducation aux médias, vice-présidente de l'Union de la presse francophone, de la section moldave de la presse de l'Union de la presse francophone, et elle a été récemment nommée vice-présidente du Conseil de l'audiovisuel de la République de Moldavie. Aneta Gonța, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois. Merci beaucoup pour l'invitation et pour la confiance. C'est avec plaisir. Et depuis Chișinău, donc vous allez de nouveau nous parler en ce contexte évidemment dramatique, la guerre fait rage en Ukraine. Alors, j'aimerais que nous nous penchions évidemment sur la situation en République de Moldavie face à ce contexte. Première question, proportionnellement au nombre d'habitants, la République de Moldavie, avec un peu plus de 2 millions d'habitants, est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés, environ 100 000. Alors, comment cela se passe-t-il ? Oui, vous avez raison. En fait, moi, j'essaie de suivre un peu la presse internationale qui parle des pays qui accueillent, qui se confrontent en fait à une catastrophe humanitaire, parce que c'est ça, on parle de la catastrophe la plus grande après la Deuxième Guerre mondiale. On parle beaucoup de la Pologne, on parle de la Slovaquie, de la Roumanie, bien sûr, les pays frontaliers très importants qui accueillent des réfugiés, et pas beaucoup de la Moldavie, qui en fait est la plus touchée. Effectivement, si on fait le rapport entre le nombre d'habitants de la population moldave et les réfugiés. C'est vrai, le dernier chiffre que j'ai vu, c'était 260 000 réfugiés qui sont entrés en Moldavie par les points de la frontière. On a environ 1200 kilomètres de frontières communes avec l'Ukraine, donc c'est impressionnant quand même pour un pays assez petit. Et donc oui, on a sur 260 000 à peu près, ça signifie environ 3% de la population stable de la Moldavie, ce qui est 260 000 énorme. qui sont arrivés mais qui ne Non, sont pas restés. non. Tous. Une moitié, environ la moitié qui reste déjà. Pendant les premiers jours, la Moldavie était surtout utilisée comme pays de transition pour aller ailleurs, en Roumanie ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Maintenant, à peu près la moitié reste, ce qui est déjà très important. Mais même les 260 000 qui entrent, c'est déjà important parce que la Moldavie, l'État moldave doit faire quelque chose avec ces gens-là, les orienter, organiser leur transportation, par exemple, des points de la frontière Alors jusqu'à précisément, ça se Chișinău. passe relativement bien Ça se passe bien parce que c'est très bien organisé, donc l'État moldave, les autorités, mais aussi les gens. Vous savez, les Moldaves simples, disons, se sont très, très mobilisés. Je connais des gens qui ont ouvert dans les villages surtout, qui ont ouvert leur maison, leur âme, leur tout pour accueillir les réfugiés. Moi, j'ai vu dans des villages, par exemple, on a dans la plupart des villages moldaves, les gens ont une maison, une grande maison et une annexe, une petite annexe. Et donc, les Moldaves habitent maintenant dans l'annexe et ils ont offert la maison, la grande maison, la Casa Mare, pour les réfugiés. C'est impressionnant comment les gens se sont mobilisés, mais c'est un poids quand même très lourd sur les épaules de la Moldavie parce que cet effort se base sur les ressources humaines et ce sont les gens qui font du bénévolat et on est vraiment à la limite. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup d'aide de la part de beaucoup de pays, beaucoup d'organismes internationaux, mais quand même ce sont les Moldaves qui doivent gérer tout ça et c'est un peu difficile. Mais ça se passe bien. Moi, j'ai été dimanche passé, j'ai été à la frontière au nord. C'est surtout au sud qui est très aggloméré, dans la zone de Palanca. Je ne sais pas si vous savez. Donc, mais Palanca, c'est plutôt au sud. Au nord, moi, j'ai été au nord et c'est plus
c'est moins aggloméré là-bas. Et les gens me disaient, voilà, on n'a pas besoin de vêtements, par exemple, ou de nourriture, je sais pas quoi, mais on veut juste avoir de l'information, comment on peut arriver à Chisinau, où on peut se loger à Chisinau. C'est un problème à Chisinau maintenant de trouver un appartement, pour louer un appartement, parce que, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui veulent rester pour une période, je sais pas. On a déjà une centaine d'élèves, d'enfants ukrainiens dont les parents ont demandé à l'État moldave de les inscrire dans les écoles moldaves. Et puis des étudiants aussi. Et on a fait ça. Donc, de toute Comme la façon. Roumanie d'ailleurs. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Ça va être peut-être plus facile, entre guillemets, en République de Moldavie, parce qu'il y a quand même une large partie de la population qui parle russe. Russe, oui. Et on a des classes russes, des groupes à l'université qui sont enseignés en russe, donc c'est plus facile, c'est vrai. Et on a des écoles ukrainiennes aussi. Oui. On a des écoles ukrainiennes, y compris à Chisinau, mais aussi dans d'autres villes et villages du pays. Donc, oui, un État comme ça, oui. comment, maintenant j'aimerais vous poser une question sur la visite d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui dimanche dernier était à Chisinau. Comment cette visite a-t-elle été perçue? Est-ce que cela a tranquillisé la population ou pas? Bon, cette visite n'a pas été singulière, en fait. Durant toute la semaine passée, à partir du 2 mars, en fait, la Moldavie a été visitée par plusieurs acteurs importants au niveau européen et pas seulement. Par exemple, on a eu la secrétaire générale de l'Organisation pour la coopération, la sécurité et la coopération en Europe. On a eu le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. On a eu le commissaire européen pour le voisinage et l'élargissement. On a eu le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Donc, Anthony Blinken, tout ça. Et Anthony Blinken, oui, de visite quand même, non? Oui, oui, oui. C'était ici, cette visite a été perçue comme une conclusion, si vous voulez, de toute une série d'autres visites importantes des représentants de l'Union européenne et dans ce cas-là de l'État américain. En effet, et c'est vrai, vous avez bien noté le fait que c'était un dimanche. Oui, on est en crise, on est en guerre, mais quand même dimanche, c'est dimanche. Et donc la couverture médiatique n'a pas été, disons, elle n'a pas été exagérée. C'était très modéré. C'était surtout sur l'internet, sur les médias en ligne, qu'on a eu une couverture plutôt, je dirais, télégraphique, avec des déclarations, avec de la conférence de presse commune avec la présidente de la République de Moldavie. Et donc, mais c'était un peu ça. Mais quand même, on a eu la possibilité de l'écouter. Cette visite est très importante parce que ça, après 2011, au mois de mars 2011, quand la Moldavie a reçu Joe Biden, à l'époque, il était vice-président des États-Unis. Donc, c'est la première visite d'un représentant des États-Unis, ce qui est très important vraiment. Mais perçu par la population, ou si ça a tranquillisé ou pas la population, je ne peux pas le dire d'une manière. C'est complexe. C'est comme tout en Moldavie, c'est très complexe parce qu'il y a une partie de la population moldave qui est très réticente à tout ce qui vient des États-Unis. C'est surtout ou souvent il s'est mis le point d'égalité entre les États-Unis et l'OTAN, par exemple, qui est une question très très sensible en Moldavie. Mais une partie quand même. Dire entre l'égalité entre les États-Unis et l'OTAN? Oui. Oui. C'est-à-dire que l'OTAN est perçue ici plutôt comme une menace en Moldavie par une importante partie de la population, surtout au nord du pays, dans la région autonome de la Gagaouzie et bien sûr en Transnistrie. Donc ça, c'est donc pour une certaine partie de la population, quand tu dis un État, le secrétaire d'État ou le président des États-Unis ou je sais pas quoi, ça signifie l'OTAN, ça signifie guerre, ça signifie armée et d'autres. Il y a une partie de la population moldave, donc cette partie-là dont
dont vous parlez qui soutient Non. l'invasion russe en Non, non, Ukraine. non, 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 ce sont des choses différentes. Non, en tout cas, moi, j'ai pas vu, j'ai pas entendu des gens qui soutiennent, en tout cas pas de manière ouverte et publique. Oui, j'ai entendu des voix qui disaient que voilà, les Ukrainiens ont leur partie voilà, ont contribué, disons, oui, à cette escaladation Ouais. oui, escalade du conflit, mais soutenir d'une manière ouverte et voilà, tranchante. Non, non, ça, en tout cas, moi, j'ai pas entendu des voix qui disent ça. Mais pour revenir un peu à la visite de Blinken, j'ai voulu dire que la Moldavie est confrontée, entre autres, et elle est confrontée pendant cette période-là, à partir du 24 février, à un afflux très dangereux d'infox visant la guerre, une possible participation de la Moldavie et de la Transnistrie dans cette affaire. Et voilà, une de ces infos disait que les missions diplomatiques accréditées à Chisinau évacuaient leur personnel, donc des ambassades, des consulats, que tout le monde quittait le pays parce que c'était dangereux, parce que le péril était imminent. Et voilà, la visite, et à partir du 24 février, il faut le dire, l'espace aérien moldave a été fermé. Donc, on est en état d'urgence et jusqu'au 25 avril, on est en état d'urgence et l'espace aérien a été fermé. Et donc, le fait que un avion l'avion du secrétaire d'État américain a atterri quand même en Moldavie sur l'aéroport international de Chisinau. Ça a rassuré quand même beaucoup de gens qui étaient un peu inquiets vis-à-vis du personnel des ambassades. Et je dirais encore une chose importante, les membres de l'ambassade, le personnel, les diplomates accrédités à Chisinau se sont vus obligés de faire une vidéo tous ensemble pour montrer aux gens qu'ils sont là, qu'ils sont à Chisinau, que tout va bien pour l'instant, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Donc, c'est vraiment... C'était quand ça? C'était quand? C'était il y a 2 ou 3 jours, j'ai vu la vidéo. Je peux pas dire exactement la date, mais c'était après la visite de Blinken. Donc, et ça rassurait un peu les gens qui... Alors précisément, concernant cette crainte dont Ouais. on parle, les médias occidentaux en parlent également, hein, sur une possible invasion de la République de Moldavie ou de la Géorgie par la Russie. Elle est ressentie. Il y a des Moldaves qui viennent en Roumanie à cause de cette crainte. Mais en République de Moldavie, il n'y a pas eu une guerre comme dans le Donbass. Il n'y a pas une guerre qui s'est déroulée depuis plusieurs années maintenant, et il n'y a pas, la République de Moldavie ne représente pas, comme pour beaucoup de Russes, l'Ukraine, le berceau de l'âme russe. Enfin, il y a quand même, il y a une analogie éventuellement dans le fait qu'il y a la Transnistrie, ce territoire pro-russe, et le fait que la Transnistrie, que la Moldavie ne fait pas partie de l'OTAN, de l'Union européenne, mais il y a on ne peut pas, si vous voulez, démontrer qu'après la campagne ukrainienne, automatiquement, l'armée russe va se diriger vers Non, pour l'instant, non. Moldavie. Quand même, les gens, pendant les premiers jours, c'était un peu la panique. Et il faut le dire, c'était un peu la panique. Les gens ont quitté le pays, c'est vrai. Mais non, on n'est pas un berceau de l'âme russe. Non, ça non. C'est vrai qu'on a eu une partie de l'histoire commune pendant l'Union soviétique avec l'Ukraine, avec la Russie. Mais de toute façon, on a des influences. Oui, on a des influences importantes sur notre mentalité, notre manière d'agir et de réagir, de parler, peut-être de nous comporter, mais on est latent.
il faut le dire, on est d'accord, on est latin, notre langue est latine, d'origine latine. Et malgré tout ce qui s'est passé avec nous, avec ce territoire pendant l'Union soviétique, on a réussi, les Moldaves, voilà, la Moldavie a réussi à conserver notre identité, notre langue roumaine et notre culture. Mais c'est vrai que entre les Russes et les Ukrainiens, les liens sont beaucoup plus serrés, plus proches, plus profonds. Et là, c'est le berceau peut-être, ou un des berceaux de l'âme et de la mentalité russe. Ils sont slaves, leur langue font. Excusez-moi, je vous Oui, coupe de ça. oui. Je lisais également dans un article que votre constitution, l'article 11 précisément de votre constitution, dit que vous n'avez pas du tout l'intention d'adhérer à l'OTAN. Non, c'est le statut de neutralité, c'est vrai. Oui, donc d'après notre constitution, la Moldavie est un État neutre, c'est-à-dire on ne peut pas. Bon, la constitution peut toujours être changée, mais oui, l'article 11 dit ça et on n'a pas le droit d'adhérer à des blocs militaires comme l'OTAN ou d'autres. Oui, c'est vrai. Et bon, mais on a la Transnistrie, on a une guerre. Vous parliez des guerres, oui, c'est vrai, après 1992, après la guerre en Transnistrie, parce que c'était une vraie guerre avec la participation de la Russie. La Russie était une partie belligérante, mais même si elle n'a jamais reconnu ce fait-là. Il y a toujours des soldats en Transnistrie. Oui, des soldats, oui. Et une petite partie de l'armée, oui, de l'ancienne armée 14 de la Fédération russe, elle est toujours là, oui. Mais après cette guerre, moi je trouve que les autorités moldaves ont été un peu sages, si vous voulez, même si d'un côté ça pourrait paraître de lâcheté, du manque de courage, je sais pas. Mais c'était quand même un peu les décisions des autorités moldaves étaient très sages de ne pas entrer beaucoup dans la profondeur des conflits, des potentiels conflits, voilà, interethniques, parce qu'on a quand même la Gagaouzie, on a la Transnistrie, mais les Moldaves ont toujours déplacé ces sujets-là vers des places secondaires ou voire tertiaires, parce que la Moldavie avait d'autres problèmes. On a été toujours un pays pauvre, malheureusement, avec on s'est confronté toujours avec des problèmes économiques, cette transition sans fin vers une démocratie. Donc ça vraiment priorité. C'était toujours une priorité de tous les gouvernements moldaves. Et c'est ça la grosse différence entre nous et l'Ukraine, vous savez. Donc l'Ukraine, nous on a su ici à ne pas franchir la ligne rouge toujours, même si pendant les périodes et les campagnes électorales, ces sujets très sensibles ressortent toujours, oui, parce que c'est de l'intérêt politique aussi, des partis politiques et des hommes et des femmes politiques. Mais en tant qu'État, que gouvernement, que Parlement, on a su quand même apaiser toujours ces potentiels conflits. C'est pour ça la présidente actuelle, Maia Sandu, je suppose qu'elle poursuit cette ligne de conduite aujourd'hui. Quelle est son attitude par rapport à ce qui se passe? Par rapport à ce qui se passe. Elle a des discours apaisants plutôt. Très, très apaisants. Presque tous les jours, je crois, elle a des petites interventions télévisées, vidéos, elle fait des petites vidéos pour s'adresser aux citoyens et citoyennes moldaves pour dire que voilà, restez tranquilles, on n'a pas de signes et des évidences que sur le territoire de la Transnistrie, surtout parce que c'est là le problème le plus important maintenant, et donc on n'a pas de signes qui nous disent que voilà, quelque chose se passe sur le territoire de la Transnistrie. Ça serait comme dans le Donbass, d'abord par là que mais oui, ça chose pourrait se passer. Ça, c'est sûr. Oui. Et je ne sais pas si vous avez vu l'Ukraine, par exemple, maintenant, après la demande d'adhésion à l'Union européenne de la Moldavie et de la Géorgie, l'Ukraine nous a critiqué. En fait, c'était le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine qui a dit
dit ah mais non, la Moldavie elle joue sur deux tableaux parce que la présidente dit oui, on veut adhérer à l'Union européenne, et en même temps la Moldavie ne s'est pas alliée aux sanctions de l'Union européenne, des pays européens pour la Russie. Mais écoutez, l'Union européenne, elle peut se permettre de mettre des sanctions. La Moldavie, quand même, on est là entre les deux feux ou plusieurs feux. Et la présidente moldave de la Moldavie a dit, mais pour moi, la sûreté, la tranquillité de mon peuple, c'est le plus important. Ça, c'est la priorité. Et peut-être, c'était très douloureux. C'était injuste ce message du monsieur le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, mais quand même ça a eu des conséquences positives pour nous parce que la Russie elle a dressé une liste des pays presque ennemis de la Russie. L'Allemagne fait partie de cette liste, mais oui, pas parce que c'est ça, hein. La Moldavie non. Donc la Moldavie ne fait pas partie de cette liste, et donc ça c'est déjà un signe, un bon signe, disons. Pour l'instant, on peut rester tranquille. Et il y a 2 ou 3 jours, la Russie a annoncé, le ministère de l'Agriculture russe a annoncé que la Russie va reprendre l'importation des fruits moldaves qui était interdite, qui était sous embargo depuis quelques années déjà. Et donc, les producteurs moldaves pourront reprendre l'exportation vers la Russie, ce qui pour la Moldavie est important. Oui, je comprends que du point de vue diplomatique, je sais pas, du discours, tout ça, c'est peut-être un peu lâcheté, je sais pas, peut-être c'est vrai qu'on joue un peu sur les deux tableaux, mais pour la Moldavie, pour l'instant, ça c'est plutôt un bon signe. Le plus important, c'est que vous soyez solidaire avec les Ukrainiens. De toute façon, ce que fait le peuple moldave pour les Ukrainiens, ça c'est extrêmement important, et j'espère que les autorités ukrainiennes sont conscients de tout ça, et oui, et comprennent qu'il s'agit vraiment d'une aide importante. Voilà. Alors, ça pourrait accélérer votre intégration dans l'Union européenne? Non, 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 je ne le crois pas, et je ne le souhaite pas pour mon pays. En fait, moi, je ne veux pas que la Moldavie soit, mais c'est une opinion très subjective, très personnelle, mais moi, je ne veux pas que la Moldavie soit perçue comme un pays qui a profité d'une situation extrêmement compliquée dans la région, en Ukraine, avec la Russie, voilà, tout ça, pour pousser, pour chantager, si vous voulez, les autorités européennes d'accepter notre demande d'adhésion. Non, non, jamais. J'écoutais un expert économique, pardon, excusez-moi, je vous coupe, qui disait que, et même pour l'Ukraine, qu'une intégration trop rapide serait même fâcheuse. Oui, bien sûr. Parce que ce serait, au niveau économique, il y a pas mal de critères à remplir, et qu'une intégration trop rapide pourrait avoir des effets beaucoup plus négatifs que positifs pour une économie comme l'économie ukrainienne ou moldave. Absolument, absolument. Et en plus, la Moldavie, en fait, elle a déjà commencé ce processus. À partir de 2014, on est un pays associé à l'Union européenne. On a un accord d'association signé en 2014, et on fait déjà, on a commencé déjà les étapes, à passer les étapes, les pas pour l'intégration, et on est déjà là. Donc le geste de cette demande d'adhésion signée par la présidente de la Moldavie et la Géorgie, c'était plutôt symbolique, si vous voulez. C'était un geste aussi de solidarité et imagologique, une action imagologique qui va impulsionner, moi je l'espère en tout cas, qui va impulsionner les réformes ici à l'intérieur du pays, parce que ça dépend toujours, notre adhésion, notre processus d'intégration dépend de nous, de la Moldavie, du gouvernement, du peuple moldave, de la présidente, du Parlement, de tous, mais pas de Bruxelles ou de Paris ou de je sais pas qui. Donc c'est vraiment là où on doit se concentrer et faire nos devoirs. Et moi je crois qu'on est déjà là. Là, c'était juste un geste symbolique, qui a été
d'ailleurs très critiqué par l'opposition, par l'opposition moldave, par les partis de gauche, surtout les socialistes, qui disaient que voilà, c'est juste une action de relations publiques du parti du gouvernement, que c'était pas la volonté, ça ne représente pas la volonté de tous les Moldaves, ce qui est vrai. Bien évidemment, pas tous les Moldaves probablement le veulent, et qu'il fallait organiser un référendum pour savoir voilà, si les gens sont pro ou contre l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne. Est-ce que la présidente, comme en Moldavie, la présidente de la Géorgie est une femme et Oui. qui est notamment diplomate pour la France. Très francophone, oui. Tout à fait, oui. Oui. Et dernièrement, dans une émission invitée à la radio française, elle citait Maya Sandu et combien il était notable d'avoir deux femmes présidentes en Géorgie et en République de Moldavie. Et je crois qu'elle disait que si davantage de femmes étaient au pouvoir à l'Est, eh bien, très certainement, les choses se passeraient différemment. Ah bon, c'est une opinion intéressante, intelligente, oui, je l'espère en tout cas. C'est très difficile. Moi, je veux pas être à la place de Maya Sandu, mais moi, en tant que citoyenne de ce pays, moi, je la soutiens très fortement, vraiment, et je comprends même les décisions qui paraissent un peu ambiguës ou pas très directes ou pas très, voilà. Moi, je crois que c'est plutôt de nouveau, c'est plutôt la sagesse. Géographique et Oui, l'histoire de votre pays, oui, ça se comprend. oui, tout à fait. Et c'est pour le peuple moldave qui est important. Oui. Aneta Conța, dernière question. Votre position, votre poste en tant que vice-présidente du Conseil de l'audiovisuel de Moldavie demande que vous restiez dans le pays, mais jusqu'à quel point vous resterez? Bon, oui, pendant l'état d'urgence, en fait, j'ai pas le droit de déposer ma démission. En fait, je peux pas quitter mon boulot. C'est ça l'idée. Je peux partir, je peux quitter la Moldavie pour aller en Roumanie en vacances ou en Grèce ou n'importe où. Donc, j'ai toute la liberté de déplacement. C'est pas un problème ça. Mais je peux pas quitter le boulot. C'est vrai parce que j'ai une fonction de dignité publique. Je ne sais pas quoi répondre à votre question. Ce que je peux vous dire, c'est que pour être sincère, avant d'accepter voilà de faire partie de l'équipe du Conseil de l'audiovisuel en décembre dernier, moi j'avais déjà les valises préparées pour quitter la Moldavie. Et c'était avant la crise, avant la guerre, avant tout ça. Maintenant, je veux pas être hypocrite et dire non, je vais rester jusqu'à la fin, je vais lutter. Non, parce que je ne sais pas. Donc, je ne peux pas prévoir ma réaction. Je sais pas comment serait cette réaction, mais j'espère ne le jamais apprendre. Voilà. Donc, je peux pas le dire, mais j'espère de toute façon que cette situation reste, disons, reste dans des termes raisonnables, dans des termes pas très inquiétants, mais personne ne le sait. Donc, je peux pas dire. Je n'ai pas de réponse à cette question, malheureusement. Aneta Conța, j'ai été ravi de vous avoir une nouvelle fois à cette émission et je dis à nos auditeurs à une prochaine fois, enfin à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur la page Facebook de RFI dès demain et sur le site rfi.ro. Voilà, Week-end Placout, malgré tout, malgré cette guerre. À bientôt. Au revoir.